Salut à tous et à toutes les expressistes. J'espère que vous allez bien et que comme d'habitude, vous vous gavez de cinéma mais aussi de séries. Et là on revient avec la review du dernier épisode de la saison 5 de The Expanse, l'épisode 10, disponible sur Prime Video. Et dans cette vidéo, je vais donc effectuer une review complète de l'épisode, en abordant les points essentiels notamment, donc ce sera pas totalement exhaustif, mais on va quand même rentrer dans le détail, je vous rassure. Et on poursuivra ensuite avec le bilan complet de cette saison, ce qu'on peut en retenir, et on terminera tranquillement cette vidéo avec des théories potentielles pour la saison 6, la saison finale de la série. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé pour le moment. La saison 6 sera bien la fin de la série, même si la série en livre continue, avec les romans, notamment avec, il me semble, le tome 9 qui est annoncé, et la série devrait peut-être se poursuivre après ce tome-là. Enfin bref, en tout cas, c'est une autre histoire. J'espère que ce programme va vous plaire, et on voit ça juste après l'intro. Cet épisode final de la saison 5 de The Expanse s'intitule « Les Jeux de Némésis ». Et dans le langage courant, la Némésis désigne le pire ennemi d'un héros dans une œuvre de fiction. Mais originellement, dans la mythologie grecque, cela réfère à la déesse de la juste vengeance des dieux. Mais peut aussi, d'après Wikipédia, concerner un concept, celui de courroux céleste s'abattant en particulier sur les humains, coupables d'hubris. Sachant, je le précise, que l'hubris signifie la démesure ou encore la mégalomanie. Mais dans cette définition, elle permet ainsi le rétablissement d'une certaine forme d'équilibre. Et en effet, dans cet épisode 10, et notamment même dans cette saison, il y a un nouvel équilibre qui a fait surface, notamment un nouvel équilibre des forces. On le voit par exemple à travers le cas de Inaros, qui a réussi à former une flotte assez puissante pour pouvoir justement faire en sorte que les forces ceinturiennes, donc à travers la flotte libre, aient les ressources nécessaires pour rivaliser avec les voisins terriens et martiens, notamment d'un point de vue strictement militaire. Ensuite, le fait qu'il fasse également le ménage autour de l'anneau, ça lui permet d'avoir accès à l'anneau et de contrôler le passage de l'anneau, et donc là aussi de rééquilibrer un petit peu les forces, parce que il devient plus puissant et renforce sa position et la position des ceinturiens au sein de ce triangle, si vous voulez, géopolitique. Et toujours pour rester sur le cas de Inaros, comme il a acquis la protomolécule, ça lui sert de monnaie d'échange, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, et ça lui permet effectivement de donner cette protomolécule à une faction martienne, et là aussi cette faction martienne du coup gagne en légitimité, et là aussi ça va permettre de rééquilibrer un petit peu les forces, puisqu'ils avaient subi beaucoup à la fois des pertes, mais aussi une certaine désaffection de leur propre peuple, etc. Et enfin, cet équilibre, il va se manifester aussi autour de l'arrivée finale d'une forme extraterrestre. Alors, on ne sait pas exactement de quoi il en retourne, mais en tout cas, elle semble belliqueuse, elle semble prête à en découdre avec l'humanité, peut-être pour punir cette humanité qui a fait preuve d'hubris, tout simplement. Donc, on serait dans cette idée effectivement de Némésis, et on a suscité la colère des dieux. Ici, les dieux sont représentés par des extraterrestres qui seraient surpuissants, en fait, tout simplement. Ou qui, en tout cas, manipuleraient des technologies totalement inédites pour les êtres humains. Bref, un gros épisode assez dense avec beaucoup de points à relever. Et une ouverture intéressante sur l'ultime saison 6 de la série. Mais ça, j'y reviendrai en fin de vidéo. Toujours en partance pour rejoindre le Shezemoka et secourir Naomi, le Rossi capte une flottille militaire venue pour en découdre, composée du Koto, du Seriomal, du Dewalt, du Tinan et du Moteng. Bien sûr, ils savent qu'ils n'ont aucune chance, mais ils vont trouver un plan et auront une aide plus ou moins inattendue. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon, l'idée c'est que le Rossi va foncer dans le piège tendu donc par Inaros avec sa flottille militaire. Tout ça pour laisser une chance à Alex et Bobby de récupérer Naomi pendant que leur attention est détournée. Donc il s'agit vraiment de gagner du temps et de faire une simple diversion. Mais honnêtement, pour vous dire mon sentiment là-dessus, je comprendrai jamais pourquoi on envoie plus de personnes secourir une seule personne, en fait. Ça, je ne comprendrai jamais. Ça me rappelle vraiment, vous savez, le film Il faut sauver le soldat Ryan, où vous avez en fait, alors je sais plus exactement, ça fait très longtemps que j'ai vu ce film, où on a un militaire qu'il faut absolument sauver, et donc on va envoyer, je sais plus, alors 7 ou 8 hommes, enfin je sais plus combien exactement, mais on va envoyer plusieurs hommes pour chercher ce mec, alors que il est tout seul. Et on envoie plus d'hommes susceptibles de se faire tuer pour un seul. Ça, je ne comprendrai jamais. Alors,
vous allez m'accuser de cynisme, de manquer peut-être d'idéalisme, et soit, hein, c'est un argument qui se tient, mais bon, vraiment, je suis totalement pragmatique et je me dis c'est pas logique en fait de faire ça. Bon, c'est tout, je comprendrai pas, mais en tout cas c'est ce qui est fait dans la série et c'est ce qui est assumé dans cet épisode. Et dans toute cette bataille décisive avec le Rossi face aux autres vaisseaux, on a Jim qui continue à faire du Jim, hein, comme d'habitude, c'est-à-dire que on a le mec, même dans ce combat décisif, même dans le stress, etc., il remet Boule en place en lui disant qu'il n'accepte pas, alors c'est un détail, hein, mais j'ai vraiment bien aimé ce détail, il n'accepte pas que Boule parle des Ceinturiens en les insultant. Il me semble, alors je sais plus le terme qu'il utilise, mais il me semble de mémoire que c'est skinny shit, donc qu'ils ont traduit par les squelettes. Effectivement, c'est pour ironiser sur leur aspect un petit peu longiligne, un petit peu fin, un petit peu élancé, si vous voulez, parce que ils sont en bordure extérieure, donc il y a une gravité qui est plus basse, etc. Enfin bref, donc ça a eu un impact sur leur morphologie. Et donc il désigne les Ceinturiens à travers le biais de cette morphologie. Et donc j'ai bien aimé, comme je vous le disais, que Jim le tense et lui, alors c'est pas qu'il lui interdit, mais lui recommande fortement de ne plus utiliser ce vocabulaire parce qu'il tient quand même à respecter les êtres humains pour ce qu'ils sont, et c'est quelqu'un de totalement humaniste et idéaliste, et même une simple réplique, une simple situation de ce type-là, ça va totalement dans le sens de ce personnage en fait, puisque depuis le départ, on nous dépeint comme un personnage totalement humaniste et qui est prêt à dépasser ses convictions, qui est prêt à dépasser aussi ses craintes, etc. et sa méconnaissance des autres et de lui-même pour aller plus loin et pour faire en sorte d'œuvrer pour le bien commun. Bon, j'ai pas fini avec eux, mais j'y reviendrai juste après, parce que du côté de Oksana et Drummer, notamment, on a une Oksana qui a un peu peur et qui se demande est-ce qu'il y aura encore des lendemains, hein, pour pouvoir en parler, parce que effectivement la situation, elle craint, et elle sent que Drummer, elle va faire quelque chose, elle sent que Drummer, elle va péter un plomb, ou en tout cas ne pas respecter la parole qu'elle lui a promise, donc elle pressent cette connerie de Drummer, et cette connerie de Drummer arrive, alors c'est pas une connerie, hein, je dis ça un petit peu en plaisantant, mais effectivement on a Drummer qui s'empare de l'arme de Caral, et s'ensuit un petit combat où Caral elle finit par mourir, donc moi j'étais soulagé, j'avais dit d'ailleurs dans mes dernières reviews, je souhaitais la mort de Caral, et je l'ai obtenu. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi par rapport à ça, c'est que j'ai jamais vu autant de gens mourir en tombant, simplement comme ça, comme elle a pu le faire Caral dans l'épisode, que dans les séries. Dans les séries, ça arrive tout le temps, j'ai l'impression, des gens qui meurent en tombant, alors que ce soit contre le coin d'une table, ou que ce soit juste à terre. Alors là, j'ai vraiment pas compris, parce que elle meurt alors qu'elle a un casque, elle est équipée et tout, et elle... Bon, ok, et donc elle meurt juste en tombant. Alors je veux bien qu'il y ait une certaine force cinétique qui puisse effectivement agir sur votre corps quand vous tombez, mais bon, là, elle tombe quand même pas lourdement, ou en tout cas, ça m'avait pas l'air d'être le cas, et... Bon, je sais pas, j'étais un peu sceptique, mais bon, le résultat final, c'est qu'elle est morte, et que Drummer, elle a trahi Inaros, et après il y a des dissensions au sein de l'équipage, et il y a un combat qui va s'enclencher, parce qu'au départ on a 5 contre 1, hein, le Rocinante qui est tout seul face aux autres vaisseaux, et après du coup l'équilibre des forces il s'inverse, et il y a une attaque surprise par l'intermédiaire des 2 vaisseaux de Drummer. Bref, mais là aussi j'avais deviné entre guillemets, alors c'était simple, vous allez me dire c'était totalement prévisible, mais c'est un peu dommage parce que effectivement j'avais deviné que Drummer allait se retourner contre Inaros pour permettre effectivement un sauvetage de Naomi. Bon ça, je l'avais dit aussi dans ma précédente review, hein. Sachant, je vous en informe, si vous n'avez jamais vu mes reviews, que je ne lis pas les livres, hein, de The Expanse, donc c'est pour ça j'ai mis des théories et j'essaie toujours de découvrir un petit peu la suite et tout, donc je trouve ça intéressant comme travail intellectuel, on va dire, ou comme travail d'exégèse de l'œuvre. Du coup, on a droit à un magnifique combat spatial. Mais comme ça va vite, ça n'est pas forcément évident de comprendre dans le feu de l'action qui fait quoi. Et j'ai dû revoir la scène au moins 2 fois. C'était, je l'admets, beaucoup plus facile quand on avait juste eu le combat du Rossi contre le Zmeya, par exemple. Donc, on a 2 vaisseaux qui sont détruits. On a le piège du Shezemoka qui n'a pas fonctionné. Et on a du coup un Inaros qui est absolument furieux. Le gars, il est dégoûté, il est vénère. Il reconnaît toutefois en Philippe une nouvelle maturité, hein, dans cette détresse, parce que Philippe il est ultra pragmatique, le gars il ne bouge pas d'un poil, il se dit bah oui bah c'est bon on a échoué sur tel truc mais le plan continue, c'est tout, on va de l'avant. Et même lui, Inaros, il est totalement surpris par ça, il se dit ah ouais quand même mon fils là il me donne une leçon. Et du coup qui en paye les pots cassés? C'est Serge. Ça m'a fait marrer. Serge. Alors, Serge, pour le resituer, c'était un petit peu le relais de Drummer
qui était sur le vaisseau de Inaros et qui était un petit peu le larbin de service, faut bien le dire, mais qui en même temps était un petit peu une caution, si vous voulez, de Drummer, et c'est lui qui en paye les pots cassés parce que il se fait tuer directement, exécuté là par Inaros qui le fout dans l'espace. Alors cette scène, je suis un peu gêné avec cette scène parce que il y a d'un côté, effectivement, l'équipage de Drummer qui est tétanisé, qui est abasourdi, qui est super triste et tout. Franchement, l'émotion, je trouve, elle ressort bien. On sent cette émotion entre les personnages, etc. Ils sont vraiment touchés. Donc ça, c'était vraiment bien retranscrit et j'ai bien aimé cet aspect-là. Mais en revanche, je suis désolé, Serge, c'est un personnage qui n'a pas du tout été développé et on s'en bat les steaks de ce personnage. Je suis désolé de dire ça, mais on s'en fout, ce personnage. Du coup, on n'est pas touché par sa mort parce que c'est un personnage qu'on connaît pas en fait. C'est un personnage qui est totalement lambda pour nous. Alors on l'a aperçu à quelques reprises, mais je veux dire, il n'a pas été développé en profondeur, donc on n'a pas d'empathie réelle pour lui. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on aurait pu jouer là-dessus si on avait creusé un petit peu le personnage pour nous faire ressentir sa disparition. Et là, à ce moment-là, effectivement, on aurait peut-être versé une petite larme et tout. Là, moi, honnêtement, j'étais totalement extérieur à ce qui se passait. Hein. Je voyais la souffrance, la détresse de Drummer et des autres, et ça m'a un petit peu touché, mais la disparition de Serge, je m'en bats les steaks, hein, je suis désolé. Et en plus, détail qui a son importance, il s'appelle Serge. Non, je rigole, ça c'est juste pour la blague. Bon, suite à ces événements, Oksana décide de partir de son côté en récupérant le Motang. Donc elle est accompagnée par l'un de ses membres d'équipage, là, alors je sais plus son prénom. Et il y a du coup une scission qui cette fois se matérialise concrètement parce que il y avait déjà ces dissensions, il y avait des oppositions qui étaient à l'intérieur de cet équipage mais qui restaient, ou en tout cas qui essayaient de rester soudés. Et là c'est terminé, il y a vraiment cette séparation. On a une scène qui là pour le coup je trouve vraiment touchante et vraiment marquante parce que le personnage d'Oksana il a été suffisamment creusé, suffisamment développé pour qu'on ressente quelque chose cette fois. Et dans cette séparation on sent cette détresse de Drummer qui aimerait la retenir, qui aimerait la serrer dans ses bras, qui aimerait lui faire des bisous tout partout, mais elle ne le fait pas. Et c'est ça qui est triste, et c'est ça aussi qui fonctionne bien dans la scène, c'est que on sent cette retenue, cette envie, mais c'est une envie qui est inassouvie et qu'on ne peut pas développer en fait. Et du coup, leurs chemins se séparent. On peut bien évidemment se poser des questions sur leur avenir à toutes les deux, puisque elles vont devenir des cibles de Inaros. Alors, pas dans l'immédiat, hein, bien sûr, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, le bougre, mais potentiellement, en tout cas, elles peuvent devenir des cibles, ou si il a vent de leurs agissements, etc., ou de leur reconversion, j'en sais rien, pour Oksana par exemple, il peut se dire, ah bah tiens, je vais les détruire, je vais, je sais pas, mettre une prime sur leur dos, enfin bref, il y a plein de manières d'essayer de résoudre, entre guillemets, le problème de cette trahison pour Inaros. Bref, en tout cas, ce qui me semble sûr, c'est qu'elles n'auront a priori pas de répit, elles vont sûrement se reconvertir ou trouver des nouveaux alliés, hein, notamment Drummer par rapport à la Terre, etc., par rapport à ses accointances avec Naomi et potentiellement avec Avasarala. Elles peuvent trouver un terrain d'entente. On sait que Avasarala c'est quelqu'un qui parvient à aller au-delà des clivages et à aller au-delà aussi des simples cases, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas un ennemi, un gentil, un bon, un méchant, etc. C'est des personnes qu'il faut essayer de comprendre, qu'il faut essayer de voir, et est-ce qu'il peut y avoir des terrains d'entente malgré ce qui nous sépare en fait. Hein. C'est quelqu'un de profondément humaniste, dans le même sens qu'un Jim Holden par exemple, mais c'est dans leur traitement où c'est un peu différent, mais ce sont des humanistes et des gens qui sont idéalistes aussi. Et par contre, on le voit avec la nouvelle menace qui pointe le bout de son nez en fin d'épisode et en fin de saison donc, que peut-être il va y avoir un bouleversement majeur dans la saison 6, et moi, je pense à une alliance inattendue, mais j'en dirai plus en fin de vidéo dans la partie théorie, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on est de retour sur le cas de Naomi, et on la retrouve une nouvelle fois, souffrant toujours dans le Shezemoka. Elle parvient à faire rebouger le vaisseau en spirale, et ensuite elle s'évanouit. Bon, la séquence où elle fait bouger le vaisseau en spirale, c'est parce que je pense qu'elle tente de faire en sorte qu'on ne puisse pas aborder le vaisseau et qu'on se dise bah non, ça sert à rien d'approcher le Shezemoka puisque le vaisseau étant en spirale et ne s'arrêtant pas, c'est impossible de l'arrimer, hein, tout simplement, et donc d'aller à son bord et de la sauver. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle effectue cette action, même si sur le moment je me suis vraiment posé la question, j'ai réfléchi, je me suis dit ça doit être ça le plus logique. Ensuite il y a cette scène où quand elle se réveille, elle sort du Shezemoka parce que là elle tente vraiment le tout pour le tout. Elle met sa combi, elle sort dans l'espace froid, intersidéral, pour essayer d'alerter, disons, le Razorback, donc Alex et Bobby qui arrivent à sa rescousse, et pour essayer d'être vue. Alors moi cette scène, je trouve que d'une part, elle n'a
rien à envier ou presque à une scène de Gravity par exemple, hein. Gravity de Alfonso Cuarón, qui bénéficie là aussi de cet aspect un petit peu, vous savez, de sortie dans l'espace, d'isolement, etc. Enfin bref, si vous souhaitez creuser davantage, allez voir le film parce que c'est vraiment une œuvre visuellement éblouissante, je trouve, et dans cet aspect aussi cloisonnement et étouffement, cet aspect anxiogène. Bref, mais la parenthèse est fermée. Mais en tout cas, dans cette scène ici de l'épisode 10 avec Naomi, si d'un point de vue technique j'ai trouvé que la scène était vraiment cool, je me suis quand même posé des questions, j'ai trouvé la scène un peu bizarre. Parce que, quand même, je me suis dit, c'est une stratégie qui est risquée. Ok, de toute façon, elle a plus rien à perdre, Naomi, donc ça, y a pas de problème. Mais je me suis dit, c'est quand même étrange, on sort dans l'espace, on n'a pas de balise, on n'a rien, et vous allez me dire que Bobby, alors, en tant, entre guillemets, que simple opératrice sur son vaisseau, elle arrive à voir ce corps bouger tout seul, comme ça, dans l'immensité de l'espace. Alors, c'est une zone qui est restreinte, quand même, malgré tout, mais, je veux dire, ça m'a paru vraiment bizarre, et je sais pas si c'est crédible. Après, il peut y avoir des explications, hein. J'ai réfléchi à un truc, je me suis dit, vous savez, dans la marine américaine, par exemple, on a des aviateurs qui ont une vision qui est extraordinaire et qui entraînent leur vision. Ils sont capables de voir même des cibles en mouvement à la surface de leur avion, etc. Ils ont vraiment une vue qui est supérieure à la normale. Bon. Et je me suis dit, est-ce que effectivement les Martiens ont subi des entraînements de ce type-là? C'est possible, à ce moment-là, ça pourrait expliquer comment elle arrive à voir comme ça, parce que c'est vraiment un point, si vous voulez, sur un écran. C'est juste incroyable. Donc voilà, et on se dit aussi, il y a des distances. En termes de distance spatiale, c'est quand même énorme. Elle doit être vraiment très très loin, donc elle pouvait pas la voir en visuel direct, mais en visuel indirect sur son écran. Hein, donc ça explique, mais quand même, j'ai été très très surpris. Après, dites-moi en commentaire hein, si jamais vous avez des explications plus cohérente par rapport à ça, ou si ça vous a pas semblé bizarre en fait cette scène, mais bon, on en débattra ensemble si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Bobby finit donc par récupérer le colis dans une scène très émouvante, en gros plan, pour rendre la scène encore plus intimiste, et ça évite aussi de flinguer le budget effets spéciaux, ce qui peut aider. Et tout est réussi dans cette scène, les jeux de lumière sont réussis, la scène marche vraiment bien, le jeu des actrices est superbe, bref, une grande scène qui restera, je pense, dans les mémoires des amateurs de la série. Ensuite, quand les deux femmes reviennent sur le Razorback, elles découvrent le corps sans vie de Alex Kamal, qui est mort, alors a priori, hein, soit une attaque cardiaque, soit une attaque cérébrale, enfin quelque chose, alors je sais pas si ça existe une attaque cérébrale d'ailleurs, mais en tout cas peut-être quelque chose de cérébral, suite aux manœuvres qui ont été effectuées, parce qu'il y a eu des manœuvres à haute vitesse, à haute intensité, et bien là tout son corps n'a pas résisté. Alors l'acteur dans la réalité, hein, il a 54 ans je crois, un truc comme ça, donc bon, on peut dire oui, c'est l'âge aussi où on peut avoir peut-être des attaques, donc c'est possible, alors on peut en avoir plus tôt ou plus tard, mais bon bref, en tout cas c'est un âge qui est crédible. Et après bon, vous êtes sûrement déjà au courant, mais en réalité l'acteur qui l'incarne, donc Cas Anvar, il a été pris dans une tourmente, disons, puisque effectivement, hein, il est accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes, hors des tournages, hein, mais par rapport aux réseaux sociaux, etc., des conventions et tout, enfin bref, une affaire assez sordide. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une enquête interne qui a été menée au sein de la série, une enquête qui a été commanditée par l'un des auteurs des romans, hein, puisqu'ils sont deux auteurs en fait, hein, pour les romans, mais signent sous un pseudonyme, enfin bref. Et donc, suite aux conclusions de cette enquête, bah, il a été décidé de mettre fin au contrat de Cas Anvar et de le virer carrément de la série, et donc d'en finir avec son personnage, un personnage qui, a priori, dans les livres ne meurt pas, ou en tout cas peut-être pas à ce moment-là, et peut-être plus tard, j'en sais rien, mais en tout cas il ne meurt pas, le personnage, dans les livres. Donc c'est pour ça aussi que cette mort, elle est ultra brutale, et je vous avoue, je suis un peu mal à l'aise avec cette mort, parce que je trouve qu'elle tombe comme un cheveu sur la soupe, on s'y attend pas, et surtout, je trouve que ça manque d'empathie quand même avec le personnage. Alors, je veux bien, je comprends hein, que par rapport à l'acteur et tout, on se dise, bah on l'écarte de la série, ok. Mais le personnage, c'est un personnage pour lequel on avait de l'empathie, et quand même, c'est un personnage qui était important depuis le début de la série, et qu'on avait suivi avec quand même un certain plaisir parmi les autres personnages. Et donc je pense qu'il méritait un meilleur traitement en tant que personnage. Pas en tant qu'acteur, si vous voulez, mais en tant que personnage en tout cas. Donc bon, un peu perplexe par rapport à ce traitement. Et après, bon, d'un point de vue purement narratif, c'est vrai que dans la transition, c'est un peu raté, la façon dont il meurt, mais c'est très surprenant. Et c'est vrai qu'on était focalisé sur Naomi, et on se disait, ah, bah, est-ce qu'elle va mourir, est-ce qu'elle va pas mourir? Au final, elle ne meurt pas, elle est sauvée, on se dit, ah bah c'est bon. Et après on arrive et hop, on voit qu'Alex, lui, est mort. Et c'est très surprenant, et du coup, c'est vrai que ça chamboule, en fait, à ce moment-là, parce qu'on s'y attend pas. Donc ça, c'est un point. Ensuite, il y a un autre point, que je vous disais tout à l'heure, par rapport à Il faut sauver le soldat Ryan, etc., c'est que
bah, encore une fois, on a sacrifié une personne pour en sauver une autre. Donc je me dis, quel est l'intérêt de faire ça en fait? Je ne comprends pas. Mais bon, bref, c'est encore le même débat. Donc voilà, on va pas le refaire. Hein. Il suffit de revoir le début de vidéo quand j'en parlais. Donc après ça, on a la réunion sur le Rossi de Jim et Naomi, enfin, et ils décident de détruire à l'aide d'un missile restant le Shizuoka. Donc c'est un aspect purement symbolique en fait, hein, de le détruire, parce que bah, c'est ce qui a amené à cette séparation, c'est ce qui a amené aussi à la mort d'Alex, c'est ce qui a causé tant de troubles et tant de problèmes au sein des membres de l'équipage du Rossi, et c'est également ce qui était le dernier ancrage de Naomi envers cette envie d'émancipation, hein, de l'équipage du Rossi. Et donc là, elle retrouve enfin cette famille, en tout cas une partie de cette famille du Rossi, et elle comprend que elle fait partie de cette famille, elle fait partie intégrante, et que elle ne souhaite plus partir de cette famille. Elle a compris où était sa place, avec qui elle souhaitait être, etc. Après toutes les pérégrinations et aventures auprès de Inaros et de son fils, Philippe, elle a enfin compris qui comptait vraiment pour elle, en fait, dans l'absolu, et pour qui aussi elle comptait, réellement. Et ça fait une grosse différence, et c'est pour ça qu'elle décide en partie de détruire le Shizuoka, parce que ça la relie encore à ce passé et à cette soif d'émancipation. Alors attention, hein, je dis pas qu'elle va s'enfermer en étant plus libre de ses mouvements, etc. Hein, c'est pas ce que je dis, mais elle va s'émanciper à travers sa relation de famille avec les membres du Rossi. Ensuite, on a Naomi et Jim qui décident d'aller retrouver Amos sur la Lune, et c'est l'occasion pour moi de voir un petit peu quelles sont les personnes qui vont intégrer le Rossi, on va dire comme membres d'équipage permanent, parce qu'on a plusieurs personnages dont on peut supposer en effet qu'ils vont intégrer le Rossi. Donc on a déjà Clarissa, alors ça c'est une certitude, puisque la façon dont Amos il l'impose à Jim, c'est quand même assez magistral, c'est assez rigolo en plus, parce que ça fait référence à pas mal d'épreuves qu'ils ont traversées, parce que faut quand même se rappeler d'où ils viennent, hein, les deux. Hein. Au départ, ils s'entendaient comme chat et chien, hein. C'est-à-dire que on avait Amos qui détestait Jim, notamment parce qu'il était amoureux de Naomi, donc il était jaloux de Jim, et il le détestait même dans ses prises de décision, etc. Enfin bref, les deux ne s'entendaient pas en fait, donc ils viennent de loin, et aujourd'hui ils forment une famille, aujourd'hui ils comptent l'un sur l'autre, et ils s'apprécient vraiment, que ce soit humainement, mais aussi par rapport à leur parcours en fait. Et donc Clarissa, elle va intégrer le Rossi, mais elle peut avoir deux utilités principales, c'est-à-dire qu'elle sait piloter, donc ça c'est une première chose, et également elle peut être mécanicienne, parce qu'on a vu notamment hein, à travers ses capacités de réparation avec Amos quand ils étaient bloqués sur Terre, et on l'a vu aussi dans les saisons précédentes qu'elle était aussi une ingénieure mécanicienne. Alors je sais plus exactement sa fonction, mais c'était un truc dans le genre, et du coup on sait qu'elle est brillante d'un point de vue de la mécanique et d'un point de vue du pilotage. Donc en tout cas elle va être utile, elle va pouvoir seconder soit Naomi, soit même remplacer de temps en temps au pilotage. Mais celui qui va devenir pour moi le pilote, je pense que ça va être Bull. On l'a vu ici sur le Rossi déjà prendre les commandes, servir Jim avec une certaine loyauté quand même, mais avec une vraie volonté hein, de vouloir s'intégrer. On l'a vu notamment à travers l'affaire que je vous ai dit tout à l'heure, sur la façon dont il traitait les ceinturiens, et quand Jim le remet à sa place, on voit qu'il prend conscience de certaines choses aux côtés de Jim, et qu'il respecte vraiment son autorité, et qu'il l'apprécie tout simplement, parce que c'est quelqu'un d'intègre. Et ça, je vous l'avais dit aussi dans une review précédente. Donc voilà, donc je pense que lui, il va aussi intégrer le Rossi. Est-ce que Monica va aussi intégrer le Rossi? Je ne sais pas. Parce qu'en tout cas, elle vit toujours des aventures extraordinaires quand elle est là, quand elle est dans le coin. Après, c'est une journaliste. Elle a normalement sa vie à vivre, mais bon, il se passe toujours des trucs avec Jim. Donc je me dis, pour être plus près de l'action, avoir des articles exclusifs, etc., peut-être qu'elle va rejoindre l'équipage, c'est possible, surtout qu'elle a été relativement utile finalement dans cette saison, même si j'ai été un peu mauvaise langue, puisque moi je souhaitais sa disparition. Mais bon bref, c'est une autre histoire. Autre résolution aussi dans cet épisode, c'est qu'on a enfin le fin mot de l'histoire du message qui avait été laissé par Naomi à Jim lors de son départ avec le Shizuoka pour retrouver Philippe en début de saison. Et bon, je dois bien vous avouer que c'est un message qui est assez décevant au final. Je me suis dit, oh là là, c'est un message vraiment bateau, un simple message finalement en plus où elle le laisse tomber comme une merde. Et le gars, franchement, c'est pour moi, ce gars, Jim, c'est des fois un Jon Snow, mais de l'espace. Vous savez, avec la comparaison avec Game of Thrones, ils sont un peu pareils pour certains trucs. Et moi, je trouve que ce mec, Jim, il est passé outre ce que lui avait dit la jeune femme, et il a écouté ses émotions et ses envies en fait, et il a tout fait pour essayer de la retrouver.
Alors c'est beau, hein, c'est chevaleresque, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, que voulez-vous, c'est ça l'amour, c'est beau. Et c'est vrai qu'on a ce Jim qui vient la secourir, comme je vous le disais, c'est vraiment pour moi un Jon Snow de l'espace, sauf que lui, il arrive pas à dos de dragon, il arrive à dos de Rocinante, alors Rocinante en plus, ce qui est drôle, alors par rapport aux premières saisons, on le sait, et puis si vous êtes un petit peu littéraire, vous le savez aussi, hein, Rocinante, c'est le cheval utilisé par Don Quichotte, hein, dans les aventures de Don Quichotte de la Manche, ou Don Quijote de la Mancha, si vous voulez, si vous préférez, donc le livre de Cervantes, enfin double livre, enfin c'est 2 tomes, enfin moi à l'époque où je l'ai lu c'était 2 tomes, mais je sais pas si il y a aussi des éditions où c'est en un seul livre, mais bon, il va être énorme sinon, mais bon bref, c'est une autre histoire, mais je me dis en tout cas, le parallèle entre le Rocinante et un dragon, bah il me semble justifié, hein, parce que dans les 2 cas on a un animal finalement. Revenons à présent sur la Lune, avec Aemos qui attendait le Rossi tranquillement. Eric lui propose de collaborer, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, mais on comprend qu'ils ont vraiment resserré leur lien, qu'ils ont noué de nouveau un lien fraternel, hein, on les voit rire ensemble, s'amuser ensemble, même si par moments je trouve que ça faisait peut-être un petit peu forcé, hein, parce que l'humour dans The Expanse c'est pas forcément le domaine dans lequel on attend la série, et parfois c'est vrai que ça fait un peu forcé, donc c'est pas toujours très bien géré, notamment là, c'est pas exceptionnel, mais bon, on comprend, en tout cas, ce qu'ils veulent dire par là. Et puis bon, c'est vrai qu'ils ont vécu quand même des sacrées aventures dans cette saison. Que voulez-vous, tuer des gens ensemble, ça forge des liens. Surtout qu'ils ont échappé à la mort ensemble, et ça aussi, hein, ça rapproche. En ce qui concerne la scène avec la bouteille, alors, elle est drôle, mais là aussi, comme je vous le disais à l'instant, elle n'apporte pas grand-chose, et on peut avoir le sentiment que la série force un petit peu sur ces éléments-là, sur des éléments comiques qu'elle ne maîtrise pas totalement, alors qu'on ne l'attend pas du tout là-dessus. Après, il y a cette scène, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure, où Aemos, il retrouve Jim, il discute, etc. Et après il arrive à lui faire accepter Clarissa sans qu'il puisse rétorquer. Et c'est vrai que la tête de Jim à ce moment-là, elle vaut son pesant d'or parce qu'il fait une tête le gars. Ah là ouais, là ça m'a fait rire. Et on a également cette séquence, toujours sur la Lune, au cocktail mondain avec Avasarala. Et cette scène, franchement, ça m'a fait du bien d'un peu plus les revoir ensemble. Alors, il n'y a pas tout le monde, hein, puisque Alex Kamal, bon, il est mort juste avant, donc voilà. On en parle vite fait au moment où Bobby elle arrive pour dire toutes mes condoléances. Mais en gros, on sent que les personnages, ils en ont rien à battre. Et on n'a pas non plus Clarissa, mais là, ça c'est tout à fait logique, hein, puisque Clarissa, elle est juste recherchée, hein, et c'est une criminelle techniquement. Donc c'est logique. Je veux dire qu'elle ne soit pas présente à ce cocktail, même si, comme je vous le disais, à Avasarala, je pense qu'elle pourrait passer outre, mais il est encore trop tôt. Hein, pour ça, il faut que Clarissa fasse ses preuves. En saison 6, je pense, peut-être même un sacrifice, enfin bref, on verra tout ça en temps et en heure. Mais ça a fait du bien de voir ces personnages être de nouveau ensemble, et surtout un peu décontractés, un peu plus relax, avec leurs habits civils, etc. Malgré le fait que la menace, elle continue à planer, et que la menace, elle est toujours là, représentée par un Inaros qui est inarrêtable. Il est inarrostable. Mais... bref. Quant à Avasarala, elle démontre une nouvelle fois sa volonté d'unir les humains, malgré leurs différences. Notamment lorsqu'elle met en avant l'équipage du Rossi, avec du Martien, du Terrien ou encore du Ceinturien. Et c'est vrai qu'elle inclut à cet équipage Bobby Draper. Donc on peut supposer que Bobby, là aussi, fera le voyage avec le Rossi à présent. Bon, ils ont plusieurs vaisseaux, hein, notamment le Razorback, mais... voilà, je veux dire, c'est possible qu'elle fasse partie du voyage avec eux, soit en mission commandée par Avasarala directement, soit pour tout simplement intégrer cet équipage, parce que elle fait partie de la famille aujourd'hui, voilà, que voulez-vous, et en plus, comme on n'a plus de Martiens pure souche, si vous voulez, il nous en faut un ou une dans l'équipage, et donc Bobby pourrait occuper ce poste, je pense, puisque on n'a plus Alex. Hein. Mais... au moment de ce cocktail, on a évidemment un retournement de situation, alors, en tout cas, un événement dramatique inattendu qui intervient. On a la prémisse avec Monica qui a découvert qu'une torpille avait pu échapper de l'attaque du Zmeya et que cette torpille pourrait contenir la protomolécule. Alors, j'avais déjà émis cette hypothèse il y a un moment dans une des reviews, et parce que je me posais la question justement, où était la protomolécule? Pourquoi il n'y avait pas de trace de cette protomolécule? Qu'est-ce qui avait pu se passer? Bon. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a les confirmations de ces soupçons avec Avasarala qui prend à part Jim Holden, suivi de Monica, il me semble. Et là, à ce moment-là, on se rend compte que, oui, Inaros, il prépare encore quelque chose et il met en place quelque chose d'assez fou et encore une fois, d'assez inattendu parce que c'est vrai que on l'avait pas vu venir. En plus, à ce moment-là, j'avais arrêté avec ma télécommande l'épisode juste pour voir combien de temps il restait. Et je me suis dit, ah, il va se passer pas mal de choses. Et effectivement, parce qu'il restait encore une bonne partie de l'épisode consacrée à ce que va faire Inaros.
Et en effet, les 3 vaisseaux qui gardent l'anneau vers les autres mondes se font attaquer par la flotte de Inaros. Et à noter qu'une attaque provient aussi de l'intérieur de l'anneau, donc de l'autre côté et probablement de la station Medina. Mais attention, ça peut venir d'autres ennemis, comme d'une faction inconnue, ou encore des aliens, etc. Pourquoi pas. Et dans cette séquence, ça va assez vite. On a le Sagamurta qui est détruit. On a le UNN Tripoli et aussi le UNN Montenarivo qui se font exploser les uns après les autres. Et la défense qui avait été mise en place par la Terre, notamment, est totalement anéantie, et ça permet à certains d'en profiter. On découvre ainsi qu'une partie des militaires martiens, dont Babbage, Duarte et Softer, sont ralliés à Inaros. En tout cas, ils l'ont aidé afin d'obtenir la protomolécule et un avantage significatif sur l'exploitation de l'anneau. Et qu'ils ont même placé un champ de mine pour empêcher les transits non autorisés par eux, notamment vers Laconia. Et oui, apparemment ils souhaitent la mainmise sur les mondes au-delà de l'anneau. On voit qu'ils ont déjà commencé à coloniser a priori Laconia. Est-ce qu'ils ont même commencé à exploiter des ressources extraterrestres, etc. En tout cas, ils semblent avoir besoin de cette protomolécule pour aller encore de l'avant et tenter une exploitation plus complète et plus profonde. Ils ont même déjà Cortázar qui est déjà sur Laconia et qui semble un peu mener ces opérations. Mais à mon avis, on en saura vraiment plus en saison 6 sur la situation qui se passe là-bas. Surtout que là, à la fin de cet épisode, à la fin de cette saison, on pense avoir le passage de Babbage et Softer à travers l'anneau. Et là, boum, ils sont désintégrés. En tout cas, ils semblent être désintégrés. Hein. On en saura plus, mais ça a l'air d'être le cas a priori. Et la forme de vie énervée dont on avait entendu parler a fait le ménage et va, je pense, se déchaîner en saison finale. Et on a même un plan final sur une superstructure volante, d'origine extraterrestre probablement, et munie d'une volonté potentiellement belliqueuse. Et oui, pourquoi je dis qu'on avait déjà un peu entendu parler de ça? Parce qu'il y a Jim, notamment, qui, lorsqu'il passait à travers l'anneau, il ressentait quelque chose de bizarre. Et on sait qu'il a une connexion particulière depuis ce qui lui était arrivé dans les saisons précédentes, notamment en saison 4, et du coup, par rapport à cette connexion, peut-être qu'il a senti avant les autres que l'anneau pouvait être potentiellement dangereux et qu'il pouvait y avoir quelque chose de libéré en fait à travers cet anneau, et lui pensait à peut-être une forme de vie extraterrestre, belliqueuse, qu'on énerverait en passant à travers l'anneau en fait. Et là, effectivement, cette forme de vie semble prendre corps ici et semble être totalement énervée, et je pense qu'on va vraiment en savoir plus en saison 6 par rapport à ça. Bref, avant de finir cette vidéo avec le bilan et aussi avec l'aspect théorie, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut, à commenter et à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Alors, elle n'est pas terminée, il faut bien rester jusqu'au bout. Hein. En tout cas, je vous en remercie d'avance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ainsi qu'aux différents réseaux sociaux de la chaîne. Ça permet de bénéficier de critiques exclusives, des critiques écrites notamment. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie. Et pour les plus fortunés ou les plus fidèles d'entre vous, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça me permettra par exemple d'aider à financer une saison 7 parce qu'ils ont annulé la série au bout de la 6e saison. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'il reste encore des livres à adapter, alors je me dis pourquoi pas, soyons fous. Donc on va finir cette vidéo avec le bilan et ensuite il y aura une partie théorie. Une saison un peu décevante dans l'ensemble, où plusieurs passages se sont avérés étonnamment ennuyeux et longs, comme les moments avec Naomi sur le Chetzemoka, ou les histoires de famille en mode feu de l'amour de l'espace mêlant Inaros, Philippe et, encore une fois, Naomi. Heureusement, plusieurs motifs de satisfaction viennent égayer cette saison relativement terne. Tout d'abord, l'adversité apportée par Inaros, justement, qui, en dépit d'un jeu d'acteur inégal et un peu faible dans les grandes lignes, parvient à compenser ses manques par quelques fulgurances intéressantes, et surtout par le caractère retors de son personnage. Un Marco Inaros solide, dangereux, stratège et qui attaque toujours là où on ne s'y attend pas, le rendant particulièrement imprévisible, tenace et fourbe. Bref, un traitement convaincant à défaut d'être parfait. Du côté de nos héros, je passerai rapidement sur un Jim Holden assez effacé et en retrait tout au long de cette saison, terriblement passif pendant toute la première partie de la saison et se décidant enfin à prendre les choses en main lors de la seconde partie, suite à la mort de Fred Johnson et à l'interminable opération de sauvetage de Naomi Nagata. Au moins, le personnage a le mérite d'être resté fidèle à lui-même, dans son rôle de pompier et de brave type compréhensif, loyal et serviable. Ce qui est dommage, c'est que ce rôle ne permet plus à l'acteur de montrer la réelle étendue de son jeu, et le cloisonne dans une partition un peu figée, de grands brins ténébreux, peu expressifs.
Quant à Naomi, le personnage a subi une terrible épreuve lors de sa prise au piège sur le Shizuoka, après avoir bravé la mort une première fois lorsqu'elle a fui le repère de Inaros et rompu définitivement ses liens avec lui et avec son fils. Malheureusement, je n'ai jamais totalement senti l'actrice en mesure de tirer son épingle du jeu. Malgré quelques fulgurances, ces séquences se sont révélées trop redondantes et plus énervantes qu'intéressantes, pour vraiment totalement marquer et fonctionner pleinement. On retiendra quand même les 2 sauts dans le vide et le départ du Rossi qui constituent de véritables temps forts riches en adrénaline pour les premiers et en émotion pour le dernier événement. Alex et Bobby bénéficient de rôles secondaires dans cette saison. Alors que dans la première partie, on découvre un Alex de retour sur Mars, on assiste à des conclusions peu probantes pour ce personnage. Ses retrouvailles avec son ex-femme et son fils virent en eau de boudin, cet embryon de relation avec Babbage n'apporte aucune tension dramatique, ni aucune répercussion, et surtout sa mort, qui signe sa sortie de la série, laisse plus qu'à désirer, tant elle surprend et paraît expéditive, même si elle intervient pour les raisons extérieures au programme dont je vous ai parlé plus tôt dans cette vidéo. En ce qui concerne Roberta Draper, tout le début de saison sur Mars laissait présager d'une enquête intrigante et de combats féroces avec des trafiquants sans foi ni loi, ce qui aurait rendu la trajectoire du personnage vraiment satisfaisante, mais toute la seconde partie avec la traque du Barkis, puis le sauvetage de Naomi, plombe l'intérêt du personnage et l'ont relégué malheureusement au second plan. Même si on peut s'attendre qu'en saison 6, notre badass Bobby soit plus mis en avant, son traitement ici, en saison 5, demeure finalement assez mitigé. Du côté de Christiane Avasarala, son parcours global était assez prévisible, à partir du moment où la secrétaire générale précédente a péri, suite aux attaques perpétrées par Marco Inaros. Et en effet, malgré un début de saison où la politicienne s'est retrouvée en position de quasi-figurante par moments, elle parvient à tirer son épingle du jeu en seconde partie grâce à un retour en force au sein du gouvernement mondial terrien. Sa relation avec Delgado dynamise un peu les interactions avec son personnage et les échanges avec David Pasteur, bien que bref, légitime parfaitement son action et assoit son franc-parler caractéristique, si personnel. C'est toujours un plaisir de suivre le jeu politique en compagnie d'une actrice excellente et au jeu parfaitement nuancé, comme le montre son attitude lors de l'acceptation de la mort de son époux par exemple. Bref, hâte de voir la conclusion apportée à ce personnage en saison 6. La première partie de saison ne rend pas tellement justice au personnage de Kamina Drummer. En effet, la valse hésitation dont elle nous gratifie n'apporte pas grand chose de substantiel, ni au récit, ni au personnage. Heureusement, dès la rencontre avec Inaros et l'entrée quasi forcée au sein de la flotte libre, les séquences autour de Drummer et de son équipage retrouvent de l'enjeu et un intérêt dramatique évident. Les dissensions au sein de sa famille sont passionnantes et ses prises de bec avec Caral la mettent bien en avant et lui permettent de montrer sa large palette de jeux. Enfin, sa relation avec Oksana est touchante et plutôt bien développée. Là aussi, ça me semble être une franche réussite de la fin de saison, notamment lors de leur déchirante séparation. Bref, pour ce personnage, ça avait mal commencé, mais ça s'est amélioré ensuite, et j'ai hâte, là aussi, de voir la dernière saison en sa compagnie. Revenons à présent sur le parcours de Amos Burton. On en apprend plus sur son passé criminel, on fait la rencontre de son frère et la relation avec ce dernier est plutôt bien traitée, passant de la détestation radicale à un rapprochement bienvenu et prometteur pour la suite. Avec Amos, il s'agit de l'arc le moins linéaire à mon sens, dans la mesure où l'on suit le personnage dans l'espace, avant de débarquer sur Terre, puis on le suit à travers un cheminement qui, s'il prend du temps à se dessiner et paraît parfois artificiellement augmenté, nous permet de saisir la complexité du personnage et de s'attacher davantage à lui. Notamment à l'aide de flashbacks intrigants le montrant enfant, ou encore à travers ses relations avec son frère, mais surtout avec Clarissa Mao. Tout cet arc avec Clarissa d'ailleurs est plutôt surprenant et assez inattendu, mais vraiment plaisant en fin de compte. On a vécu avec eux la survie extrême, la confrontation violente contre plusieurs types d'ennemis et un départ lunaire assez incroyable. Bref, c'est à titre personnel l'arc que j'ai préféré cette saison, juste avant celui de Kamina Drummer. Et là aussi, je me sens impatient à l'idée de découvrir la résolution des histoires de ces protagonistes attachants. Bref, dans l'ensemble, cette saison a été inférieure à ce qu'on a pu connaître précédemment depuis la création du programme, et l'intrigue a souvent semblé étirée artificiellement. Néanmoins, plusieurs moments marquants viennent équilibrer ce constat. L'attaque impitoyable de Inaros contre la Terre et Mars, la mort de Fred Johnson ou celle de Alex Kamal, le vol de la protomolécule,
quelques combats spectaculaires, comme celui du Rossi contre plusieurs vaisseaux de la flotte libre, ou encore celui du groupe de Amos et Clarissa avant de filer vers la Lune. Voilà pourquoi, sans avoir trouvé la saison super, je ne peux pas non plus dire que tout soit à jeter ou que ce n'était pas bon, c'était juste correct, sans plus. Et au final, assez attachant, car la relation que j'entretiens avec cette série, depuis maintenant plusieurs années, me fait me dire que ça reste quand même nettement supérieur à la grande majorité des séries du même registre, et que pour retrouver un programme de science-fiction du même acabit dans ces prochaines années, cela risque fort d'être bien compliqué. Alors profitons-en encore un peu et ne soyons pas si durs avec une série ambitieuse, qualitative et à part, même si elle nous a un peu déçus à juste titre. Et attendons la proposition de la saison 6 avant de dresser un bilan final sur l'une des meilleures séries de science-fiction qu'on ait connues ces dernières années. Allez, on va finir cette longue vidéo, en tout cas j'espère que vous l'avez appréciée, hein, mais bon bref, c'est moi au montage, je crois que je vais galérer, hein, je me parle à moi-même, mon moi du futur en train de galérer avec ce montage, mais bon bref, c'est une autre histoire, ça ne vous concerne pas. Et donc dans cette partie de théorie, je vais commencer avec une première question, l'aspect notamment des extraterrestres et de la protomolécule. Est-ce que ces extraterrestres, ou en tout cas des civilisations anciennes, potentiellement extraterrestres, sont-elles totalement liées à la protomolécule et comment elles peuvent être liées? On le voit à travers l'anneau, hein, que l'anneau contient de la protomolécule, a priori, hein, sous une forme qui est un peu différente hein, de celle qu'on connaît, cette forme belliqueuse et vraiment ultra dangereuse et concentrée, qu'on connaît, un bleu et tout ça là, avec, qui crée des hybrides monstrueux. Est-ce que la protomolécule c'est elle-même une forme de vie extraterrestre, ou est-ce que c'est un produit qui a été créé? Est-ce que également ces extraterrestres se nourrissent peut-être de cette protomolécule, ou est-ce qu'ils en ont souffert? En tout cas, on sait qu'ils ont détruit les créateurs de la protomolécule. Donc ça pouvait être une arme néfaste, hein, quelque chose de vraiment destructeur pour cette civilisation extraterrestre ancienne. Et à ce moment-là, ça justifierait le fait que, à la moindre menace potentielle de cette protomolécule, ils décident d'intervenir et d'éliminer leurs ennemis, en fait, hein, potentiels. Donc ici, les humains. C'est pour ça que, effectivement, si Sauveterre et Babbage, ils ont acquis la protomolécule dans leur vaisseau, et qu'à ce moment-là, le vaisseau passe à travers l'anneau, bah, il est automatiquement repéré par la protomolécule qui est contenue sur ce vaisseau et détruit à ce moment-là. Donc c'est pour moi une théorie qui est plausible. Hein, d'ailleurs, le plan, la façon dont c'était fait cette désintégration là, c'est un plan qui est quand même magnifique. J'ai trouvé vraiment superbe et c'est un plan qui rappelle ce qu'on avait vu là aussi avec Jim hein, en début de saison, mais d'une façon beaucoup plus marquée et beaucoup plus violente et cette fois qui va jusqu'au bout. En fait, hein, vraiment la destruction a priori hein, des occupants du vaisseau. Autre petite théorie, c'est concernant les agissements de Eric, hein, le frère de Amos. Est-ce qu'on va le revoir en saison 6? C'est possible. Je pense qu'il doit avoir des ressources, des moyens financiers, etc. Hein, et que du coup, il va probablement gérer une partie du trafic de la Lune, peut-être même de la Lune vers la Terre, etc. Ou, alors je sais pas exactement comment ça va s'organiser, mais c'est possible. Et à ce moment-là, il pourrait être tout à fait utile en saison 6 pour notamment allouer des moyens un petit peu secrets et illégaux aux Rocinantes ou même à Avasarala, pourquoi pas, parce que si elle est mise en connexion avec lui, ce serait tout à fait possible. D'ailleurs, pour rebondir sur Avasarala, quelles seront les conséquences de sa politique internationale, puisqu'elle est devenue, on le sait, la nouvelle secrétaire générale des Nations Unies, alors elle est redevenue secrétaire générale des Nations Unies, et par ce poste, elle, on le sait qu'elle a une attitude qui est idéaliste, qui est humaniste, mais aussi réaliste. Et c'est quelqu'un qui, je pense, aura le nécessaire pour unir les différentes factions, pour unir à la fois les Ceinturiens, les Martiens et les humains, hein, qui sont de bonne volonté, parce que c'est quelqu'un qui dépasse les clivages, que ce soit des clivages politiques, mais aussi des clivages sociaux, des clivages économiques, et des clivages tout simplement humains, si vous voulez. Et moi je pense que c'est une politique qui va être extrêmement intéressante et qui va aller dans une direction positive, dans la mesure où, et ça c'est mon ultime théorie, c'est la théorie qui me semble la plus probable, c'est que la menace incarnée par ces extraterrestres belliqueux, c'est une menace qui peut-être va engendrer tellement de souffrance, tellement de destruction, etc. au sein des humains, qu'il va y avoir la naissance d'une alliance de tous les humains, en fait. Et je me dis que c'est tout à fait envisageable. Et Avasarala, elle pourrait réussir à lier ces humains entre eux parce que elle va peut-être faire comprendre aux gens qu'il faut absolument s'unir face à une menace commune. Et ça va être un petit peu le même processus qu'il y a eu finalement de Inaros face à ses ennemis. C'est-à-dire qu'il a pu unir toutes les factions ceinturiennes parce qu'ils ont un ennemi commun qui est
beaucoup plus puissants. Hein, et donc là, on pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire, mais cette fois, une menace qui occuperait tous les êtres humains, quelle que soit leur faction, quelle que soit leur origine, etc., face à cet ennemi commun qui est un ennemi extraterrestre ici. Et c'est là le plus surprenant. Je me dis, alors, il y a deux possibilités, mais soit Inaros, il est déjà au courant de cette menace extraterrestre, et il sait déjà, et il est même peut-être de mèche avec eux, c'est possible, hein, pourquoi pas, il peut y avoir des traîtres, même à sa propre espèce, hein, je veux dire, entre guillemets, alors dans ce sens-là, hein, je veux dire, c'est possible. Mais soit, la deuxième possibilité, bah, ils ont besoin aussi de Inaros, les êtres humains, et à ce moment-là, il y a une alliance totale de tous les humains, même Inaros et sa flotte libre, contre une menace qui pourrait éradiquer l'espèce humaine. Parce que Inaros, ce qu'il souhaite, c'est que les Ceinturiens vivent bien, a priori, alors a priori, hein, c'est ça qu'il souhaite, c'est que les Ceinturiens vivent correctement et qu'ils soient plus méprisés, ni par la Terre, ni par Mars. Mais on l'a vu, être capable d'effectuer une alliance, alors de circonstances, avec des Martiens. Donc en partant de ça, on peut se dire que c'est quand même quelqu'un qui réfléchit. Et si la menace incarnée par ces extraterrestres est trop écrasante et trop puissante, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait une alliance de tous les êtres humains et même Inaros. Donc on verra ça en saison 6. En tout cas, ça s'annonce, je pense, passionnant. Et plus passionnant peut-être que cette saison 5, qui moi m'a un petit peu déçu, je vous le cache pas, de toute façon je l'ai dit dans le bilan. Mais voilà, je serai quand même au rendez-vous parce que cette saison 6 s'annonce assez énorme, je pense. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'est tout pour moi, c'est une longue vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, et on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs si vous souhaitez poursuivre un petit peu sur la chaîne, il y a 2 vidéos qui devraient apparaître, et je vous dis donc à très bientôt, et surtout, allez voir des films et des séries, et à très vite, ciao les expressistes.